Donner la parole immédiatement à Madame Badinter. On reviendra après vers vous, Madame Cadoré. Madame Badinter ne peut pas rester avec nous, je crois, jusqu'au bout. Je vous en prie, Madame Badinter. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je suis favorable au mariage civil des personnes de même sexe qui ouvrent la voie à la famille homoparentale. Si je comprends les réticences, voire l'opposition des religions à cette nouvelle loi, comme ce fut le cas, je vous le rappelle, il y a près de 40 ans à l'égard de l'avortement, ces deux lois tournant le dos à l'impérium naturel, je pense pourtant que notre État laïque a raison de prendre en compte l'évolution de nos mentalités et de nos pratiques depuis plusieurs décennies. Longtemps, mariage civil et mariage religieux étaient les deux faces d'un même engagement, les voies nécessaires à la constitution d'une famille et à la légitimité des enfants. Aujourd'hui, si le mariage garde le caractère d'une reconnaissance sociale du couple, notamment auprès de ses amis, il n'est plus, aux yeux des nouvelles générations, qu'un pax renforcé. Fût-il seulement civil, ou civil et religieux, la majorité de nos concitoyens entend pouvoir mettre fin à la vie de couple. Pour cette majorité, le mariage a perdu son caractère sacré, indissoluble et d'autorisation à la sexualité. Nous savons tous que la majorité des enfants sont conçus hors mariage et qu'un enfant sur 5 vit dans une famille monoparentale. Même si la majorité des familles monoparentales sont constituées d'une femme et de ses enfants, on a admis depuis peu qu'un homme pouvait lui aussi élever seul ses enfants et en faire des adultes comme les autres. Si le mariage civil entre deux hommes ou deux femmes rencontre l'hostilité d'une partie de nos concitoyens, c'est, me semble-t-il, pour deux raisons. La première est la représentation millénaire de l'union d'un homme et d'une femme, jugée seule légitime dans nos sociétés, alors que le couple homosexuel fut jugé durant ces mêmes millénaires comme monstrueux, honteux et scandaleux, contraint de se dissimuler sous peine des pires châtiments, et je vous le rappelle quand même, sous peine de la peine de mort pendant très longtemps. Les homosexuels ont connu toutes les tortures et les humiliations possibles et continuent de les connaître dans nombre de pays où la religion fait loi. Il est grand temps que cela cesse. En 1982, le gouvernement de la gauche a décriminalisé l'homosexualité et nous avons reconnu l'égalité des préférences sexuelles. Aujourd'hui, il faut achever cette œuvre en la normalisant. Le couple homosexuel est tout aussi légitime que le couple hétérosexuel. Et la représentation peut-être choquante aujourd'hui de personnes du même sexe devant Madame et Monsieur le maire contribuera puissamment à cette normalisation que nous sommes nombreux à souhaiter. La seconde raison de l'hostilité ou du simple questionnement à l'égard du mariage pour tous est, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, qu'il ouvre la voie à l'homoparentalité. La question qui se pose est la suivante. Deux hommes ou deux femmes peuvent-ils élever des enfants
sans dommage particulier pour ses enfants. Question qui en appelle une autre. La parenté biologique, hétérosexuelle, naturelle, est-elle un modèle indépassable de nos sociétés ? Les opposants à la parentalité gay et lesbienne partent de deux principes. D'abord, un principe finaliste. Si Dieu ou la nature a créé deux sexes différents pour la reproduction de l'humanité, c'est qu'ils sont également nécessaires pour l'élevage des enfants. L'un et l'autre n'ont ni les mêmes caractéristiques, ni les mêmes rôles, ni les mêmes fonctions, nous répétons depuis toujours. Ensuite, un principe essentialiste. Ce que nous tenons de l'origine des temps et donc de la nature est considéré comme une exigence intangible, c'est-à-dire incontournable. La nature fait loi et s'en écarter est source de désordre, de mal ou de péché. C'est au nom de ces principes que les églises et d'autres courants de pensée ont combattu si longtemps, par exemple, la vaccination et bien d'autres progrès médicaux, scientifiques ou sociaux. Pour ma part, je crois qu'à l'occasion de ce projet de loi, il est temps de tirer le bilan réaliste de notre modèle familial. Papa et maman réunis n'engendrent pas nécessairement des enfants épanouis qui seront des adultes responsables. Si on connaît tous des familles sans histoire, où les enfants font leur chemin plutôt bien, ayons l'honnêteté de reconnaître que c'est loin d'être une loi universelle. Nombre de pères et de mères peuvent légitimement croire qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour leurs enfants et se retrouver face à des situations qui les dépassent. Pourquoi celui-ci a-t-il de graves problèmes psychologiques ? Pourquoi celui-là sombre-t-il dans la drogue ? Pourquoi nombre d'enfants devenus adultes n'ont plus de contact avec leurs parents ou ne les voient que par devoir ? Sinon parce que les liens affectifs sont rompus depuis longtemps, ou peut-être qu'ils n'ont jamais existé. Ce que je veux dire ici, ce n'est pas parce qu'on devient mère ou père que l'on est bon parent, capable de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants. Ce n'est pas parce que l'on a porté et mis au monde un enfant que l'on est doté des hormones du maternage que l'on saura aimer cet enfant. L'instinct maternel est un mythe et la femme n'est pas qu'une femelle animale. Elle a une histoire et un inconscient qui peuvent lui jouer les pires tours avec toutes les conséquences que l'on sait sur son enfant. Ce qui est vrai de la mère naturelle l'est encore plus du père. Combien de pères fouettards, lointains, voire carrément absents, se sont-ils succédés depuis l'origine des temps ? Le rôle du père commence heureusement à évoluer. Mais je garde en tête deux enquêtes des années 1980, l'une française, l'autre américaine, qui soulignent la faiblesse du lien paternel et de la participation du père à l'éducation de ses enfants. La première, une enquête de l'INED sur les pères divorcés, montrait que 40% d'entre eux ne voyaient leur enfant qu'une fois par mois ou pas du tout. La seconde, enquête américaine menée par Sheer Height, qui a interrogé 7000 hommes américains, confirme que parmi eux, il y en avait extrêmement peu qui disaient avoir été ou être proches de leur père.
Autant dire que la parentalité hétérosexuelle n'est pas la panacée universelle. Pourtant, nul ne songe à demander des comptes aux futurs parents hétérosexuels. En dépit de la contraception et de l'avortement, combien d'enfants naissent encore par accident ou pour se conformer au modèle social qui se fait pressant et faire comme tout le monde, pour connaître les joies de la maternité sans mesurer toujours le poids de ses obligations. Bébé médicaments, bébé distraction, sans parler de ces couples éphémères ou psychologiquement fragiles dont on sait à l'avance qu'ils seront incapables d'assumer leurs responsabilités. Mais c'est aussi l'honneur d'une démocratie de ne pas demander des comptes aux individus sur leur vie intime et de ne pas imposer je ne sais quel modèle parental, au risque de sombrer peut-être dans l'eugénisme. C'est pourquoi je pense que ce principe-là doit s'appliquer à tous, homo comme hétéro. Et ce, d'autant plus qu'aujourd'hui, au-delà de l'impératif démocratique, nous avons suffisamment de recul pour juger de ces familles différentes. Les nombreuses enquêtes européennes, américaines et françaises dont nous disposons depuis plus de 30 ans montrent que les enfants des couples gays et lesbiens ne sont en rien différents des autres, ni pathologie particulière, ni sexualité différente. Ces enfants n'ont qu'une seule demande, la normalisation du couple parental et du regard que nous portons sur eux. Pour terminer, je voudrais dire ma conviction que la reconnaissance de la famille homoparentale est inscrite dans l'histoire. Interrogez les nouvelles générations, elles vous diront qu'elles ne comprennent pas nos hésitations ou notre opposition. C'est pourquoi il me semblerait bienvenu qu'on procède dès maintenant à cette reconnaissance et que l'on mette fin aux pratiques secrètes parce qu'illégales des couples qui ne seront et qui ne sont ni meilleurs ni pires parents que les autres. Je vous remercie. Excusez-moi. Oui, je vous en prie, Madame Badinter. Je n'ai pas abordé dans ce petit exposé la question de la PMA et de la GPA. mère porteuse, de la GPA, parce que je ne pensais pas qu'elle s'était impliquée dans la loi. Mais je serais très heureuse de répondre à des questions. Je ne suis pas du tout d'accord avec mon amie Françoise Héritier. Je suis pour la GPA et la PMA, bien sûr. Ça n'est pas dans le projet de loi, vous avez raison, madame, mais c'est très présent dans nos auditions et dans nos questionnements depuis maintenant 6 semaines que nous les menons.